Je suis de ceux qui estiment que là, on est à Bobo. Voilà, c'est sur la voie d'Anyama. Pour dire qu'on est vraiment en situation. On s'en va donc à Ndotri. Voyez-vous, je suis de ceux qui prennent vraiment au sérieux cette maladie. Le coronavirus, c'est vraiment pas du jeu. C'est vraiment pas du jeu. C'est une maladie sérieuse. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui commence à dire, écoutez, il faut qu'en Afrique subsaharienne surtout, on puisse mener la réflexion pour qu'on n'en arrive pas à une sorte de confinement général du fait de nos réalités socio-économiques. Non, Jenny Dosso, ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais de venir en aide. Vous n'avez rien compris. Je dis simplement que il faut structurer l'aide. Ouais, excusez-moi de revenir là-dessus. Il faut structurer l'aide. C'est-à-dire que quand, par exemple, on dit le Premier ministre Gon fait des dons, mais je suis désolé, avant qu'il ne soit Premier ministre, il ne faisait pas autant de dons. Cela veut dire que l'argent de ces dons-là, ça provient de quelque part. Voilà, c'est pas de l'argent qui vient de sa poche à lui. Et de ce fait, étant donné que si vous voulez faire des dons à des parents qui sont, je dis n'importe quoi, en Zékrézessou, cela veut dire que cela est passé par le ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur a un préfet de région d'Unzi. Et ce préfet de région d'Unzi a un sous-préfet en Zékrézessou. Et le sous-préfet de Zékrézessou sait très bien qui est le chef de village de là-bas, qui sont ses notables, combien d'habitants il y a, comment est-ce qu'il répartit. Mais quand vous voyez un ministre prendre les dons destinés à Nzékrézessou, pour les envoyer à ses copains qui sont en Nzékrézessou, non, c'est de cela qu'on parle. L'aide doit être structurée et ça doit obéir à une méthode structurelle et non conjoncturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas conjoncturel, c'est-à-dire que on donne à qui on veut sur la base de copinage. Pourquoi est-ce qu'on décide de donner à Nzékrézessou et non à Nyangbo Douya ou bien à Sipilou? Voilà. Je reviens donc à ce que j'avais dit. Regardons nos réalités socio-économiques. Regardons nos réalités socio-économiques. Nous sommes à 90% dans l'informel en Afrique. En Afrique subsaharienne en tout cas. Et regardez très bien les chiffres. Dans le plan national de riposte que vous avez certainement vu, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de prévisions alarmistes. Beaucoup de prévisions alarmistes. Mais ces prévisions ont été vraiment alarmistes. Sauf que ces prévisions aujourd'hui, un mois et demi après la surveillance de la crise en Côte d'Ivoire, ne collent pas avec la réalité. Voilà, ça ne colle pas avec la réalité. Regardez ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, premier cas de coronavirus, il y avait 3 cas de coronavirus en France. Nous étions, je crois, le 24 ou le 25 février. Un mois et demi plus tard, je dis bien un mois et demi plus tard, c'est-à-dire le 1er avril, la France était à 24 000 cas confirmés. 24 000 cas confirmés, un mois et demi après. Vous avez commencé par 3. Un mois et demi après, 24 000 cas confirmés. Ok, 4 000 morts. 4 000 morts. Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la France a février, mars, avril. Vous voyez, 2 mois après, février, mars, avril. 2 mois après, la France, non, janvier, février, mars, 3 mois après donc. 3 mois après, la France est à 125 000 cas confirmés. Avec 22 800 morts. 22 800 morts. Ok, 125 000 cas confirmés. 3 mois après. En Côte d'Ivoire, après un mois et demi, parce que notre premier cas c'était le 11 mars. Premier cas 11 mars. Ok? Un mois et demi, presque environ plus tard, eh bien, la Côte d'Ivoire est à 1150 cas. Vous voyez la différence? 1150 cas. Ok? Bien sûr, l'on dira on n'a pas assez d'analyse et tout ça, on dira tout ce qu'on veut. Mais la tendance générale en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, c'est que les contaminations ne sont pas aussi massives comme on le redoutait. C'est une réalité. C'est une réalité sur les chiffres. À moins que nos dirigeants nous mentent sur les chiffres. Je dis bien, à moins que nos dirigeants nous mentent
sur les chiffres, on se rend compte que ce n'est pas l'hécatombe. Ce n'est pas l'hécatombe. Ma petite théorie, en Côte d'Ivoire par exemple, on a 14 morts. Bien sûr, nos 1100 et quelques cas, on aurait pu ne pas en arriver là. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec le Ghana sont les deux pays qui courent en tête, malheureusement, alors que nous n'étions pas les premiers pays contaminés. Je crois que c'était le Nigeria, 300 millions d'habitants, mais ils sont loin derrière la Côte d'Ivoire. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, vous savez ce qui s'est passé, c'est cette mesure, cette erreur grossière sur laquelle je ne vais pas revenir, parce que le président lui-même, il a dénoncé, de faire des passe-droits à des VIP, de décider de l'autoconfinement plutôt que de la mise en quarantaine. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était une erreur, on va assumer tous. Mais la réalité, c'est que les contaminations ne sont pas aussi massives. Voilà. Ma petite théorie, j'ai dit bien ma petite théorie, parce que je suis de ceux qui, je ne suis pas spécialiste de coronavirus. Je ne suis pas médecin. Mon dernier job connu, c'était journaliste, communicateur. Et donc, je ne suis pas médecin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens, je me méfie de cette solution venant de Madagascar. Je me méfie de cette solution venant de Madagascar. Pourquoi? Je vais reprendre le fil de ma conversation tout à l'heure. Je suis de ceux qui sont en train de lutter pour faire connaître nos savants africains. Personne ne peut me dénier cela. Je suis celui qui a fait la promotion de Valentin Agon, l'inventeur de la pivirine, qui soi-disant soignerait contre le coronavirus. Quoique l'expérience au Burkina n'était pas assez concluante. Voyez-vous, nos dirigeants, nos politiciens africains doivent foutre la paix aux auteurs, aux connaisseurs de leur domaine. Quand vous prenez le Covid organique de André Rajoelina, eh bien, vous ne voyez pas de chercheurs derrière. Mais le dernier job connu du président Rajoelina, c'était DJ. Il était DJ. Il n'a jamais été ni chercheur, ni médecin, ni savant, rien. Et c'est lui qui porte un projet aussi important que le médicament contre le coronavirus. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Quel est le médecin? Quel est le chercheur? Quel est le collège de chercheurs, de savants qui sont derrière le Covid organique? Qui nous le disent. Pour qu'ils viennent défendre leurs médicaments. Pour qu'ils viennent défendre leurs médicaments. Voyez-vous? Mais tant qu'un président va se lever pour dire voilà le médicament, sans nous donner les données scientifiques, sans nous convaincre par la pertinence des éléments qui composent ce médicament, on va en douter et on sera la risée du monde. Voilà, les gens sont en train de critiquer l'OMS, mais sérieusement, vous pensez que l'OMS viendrait valider n'importe quelle décoction que n'importe quel personnage lui présenterait? Non, sérieusement? Moi, je n'adhère pas au complot contre l'Afrique et tout ça. Voyez-vous, Didier Raoult, il est en France, il est français. Il n'est pas africain, il n'est pas subsaharien. Et pourtant, regardez comment il est combattu. Regardez comment il est contesté. Mais Didier Raoult défend ses théories, défend ses recherches. C'est tout ce qu'on veut pour l'Afrique. On veut que les chercheurs africains défendent les résultats de leurs recherches. Et que les politiques quittent dans ça. Les politiques quittent dans ça. Donc moi je me méfie justement parce que demain on verra ce qui se passe à Madagascar. Il nous a dit ça a soigné 2 personnes. Moi je vais vous dire, le coronavirus, on peut en guérir sans se soigner. Je connais une amie aujourd'hui qui est atteinte de coronavirus. On s'appelle au téléphone. Je n'ai pas été en contact avec elle. Je le précise parce qu'il ne faut pas quelqu'un va aller me signaler pour qu'on vienne m'arrêter. Soit disant, voilà. Mais elle me dit, écoute, ça fait 9 jours que j'ai été testé positive, mais je n'ai pris aucun médicament parce que je ne présente aucun signe.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, quand vous voyez les chiffres, on guérit plus du coronavirus qu'on en meurt. Plus de 95% environ, 95% de ceux qui contractent le coronavirus en guérissent. Certains, naturellement, parce que c'est un virus qui a une période d'incubation de 14 jours, 2 semaines. Donc, pendant 14 jours, si c'est dans ton corps et que ton organisme résiste, tu peux ne même pas prendre de médicaments et être guéri. Et donc, imaginez cette amie, si elle prend par exemple du gingembre avec du miel chaque jour, elle dira, tiens, j'ai eu un médicament contre le coronavirus, mais en fait non. En fait non. C'est son organisme lui-même qui s'est battu pour justement être guéri du coronavirus. Donc, on ne peut pas, je veux dire, comme il y a plus de probabilité à être guéri contre le coronavirus que à en mourir, on ne peut pas prétendre que parce que 2 personnes ont été guéries à Madagascar, donc le médicament soigne. Il faut le prouver. Il faut le prouver. C'est la haute compétition. C'est pas de l'amusement. Voilà. C'est de la haute compétition. C'est pas de l'amusement. L'Artemisia dont on parle. Moi, le médecin congolais en question, je veux qu'il défende sa théorie. Je veux qu'il défende sa recherche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un premier truc. Une affaire de... Il s'est réfugié quelque part. Il ne parle plus. Mais enfin... Didier Raoult s'est tué depuis qu'on le combat en France. Pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on pense que les choses sont aussi faciles en Afrique? Regardez l'histoire de l'humanité. Tous les savants, ou presque, ont été combattus de leur époque. D'Archimède, je dis bien, à Einstein. Eux tous. C'est leur lot commun. Tous les savants, ou presque. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique, dès que il y a un petit couac, non, ils veulent le tuer, et puis... Mais enfin, il faut arrêter ça. Et Stéphane Kouadio, arrêtons ça. Moi, je veux que le chercheur congolais, là, défende sa recherche. Qu'il défende sa recherche et qu'il arrête de pleurnicher. Didier Raoult n'est pas africain. Regardez comment il est contesté en France. Mais il défend. Il défend avec conviction. Et aujourd'hui, il a réussi à avoir une partie de l'opinion avec lui. Oui, mais Muyenge doit défendre sa recherche. C'est ce que je vous dis. Muyenge doit défendre sa recherche. Il doit nous le prouver par des essais cliniques. Il doit se battre pour imposer les résultats de sa recherche. Personne n'a été assassiné. Nous sommes au 21e siècle. On n'assassine plus les gens comme on le faisait auparavant. Arrêtons, Africains. Arrêtons ça. Donnez-moi un exemple de chercheur qui a été assassiné au 21e siècle. Arrêtons ça. Arrêtons ça, je vous le dis avec conviction, arrêtons ça. Arrêtons de nous réfugier derrière un complot international pour justifier notre médiocrité, pour justifier notre refus de nous battre. Arrêtons ça. Il n'y a pas de complot international contre les Africains. Didier Raoult n'est pas un Africain et pourtant il est contesté. Arrêtons ça. Les firmes dont vous parlez, les firmes là, sont prêtes à prendre le médicament de quelqu'un pour vendre. Non. Et les firmes se battent entre elles. Ce sont des firmes concurrentes. Donc si moi j'ai trouvé le médicament, c'est sûr que j'aurai une firme, d'autres ne seront pas d'accord, mais au moins une firme va donc décider de produire les médicaments. Mais on ne convainc pas, on pleurniche, on est derrière, on est en train de... regardez Valentin Angon, combien de fois je cours après lui? Mais il refuse d'expliquer son apivirine. Il refuse. Il refuse. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui... Écoutez, Drobo 2, c'était au 20e siècle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes au 21e siècle. Et vraiment, arrêtons, Africains. Vraiment, je vous le dis avec... Ce n'est même pas l'objet de mon truc, mais vous êtes en train de me... Arrêtons de pleurnicher. Nous sommes dans un monde de contestation. Dans un monde de débat. Dans un monde de débat. Ok? Menacés de mort ou pas, il faut qu'ils défendent leur recherche. Il faut que... Enfin, vous pensez que les choses vont se donner comme ça? Vous pensez que les choses vont se donner comme ça? Les choses ne se donnent pas comme ça. Galilée. Prenez l'exemple de Galilée. Galilée a été contesté à son temps. Il a été condamné.
Mais rappelez-vous cette fameuse phrase. Et pourtant, elle tourne. Et pourtant, elle tourne. Il a été condamné. On lui a dit de lire quelque chose pour remettre en cause sa recherche. Il a lu, mais à la fin, il a dit, et pourtant, elle tourne. Mais les gens, enfin, tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Rien ne prouve. Jusque-là, personne ne m'a encore prouvé que tel chercheur africain a été tué pour tel parce qu'il a découvert ça. Personne. Au 21e siècle, je n'ai pas encore vu. Depuis, je cherche. Bref, là n'est même pas l'objet de ma sortie. L'objet de ma sortie, c'est que nous pouvons sortir du confinement. Mais au niveau de l'Artemisia, Stéphane Kouadio, renseignez-vous, allez sur Google, tapez Artemisia. Il y a des contestations sur l'utilisation de la plante. Il y a ces défenseurs, mais enfin, il y a certains qui défendent, d'autres contestent parce que ça contient tant, ça contient tant. Mais enfin, c'est ceux qui défendent là, les chercheurs qui défendent l'Artemisia là. Ok? Ce sont eux qui doivent venir défendre ça. Mais où ils sont? On ne les voit pas, on ne les attend pas. Et vous voulez qu'on croie? Non, battons-nous. Bref, je parle des solutions pour le confinement. Je pense que nous devons arrêter le copier-coller de l'Occident. Parce que, voyez-vous, j'ai donné les exemples. J'ai donné les exemples tout à l'heure, des chiffres. Je pense, et c'est ma théorie, que du fait, parce que quand vous prenez le lot des morts, on en compte beaucoup plus au nord et au sud, donc les régions les plus tempérées de l'Afrique. Mais en Afrique subsaharienne, les morts ne se comptent pas en cascade. Les morts ne se comptent pas en cascade. De sorte que je pense que le copier-coller du modèle de l'Occident ne tient pas. D'autant que si leur modèle tenait, il n'y aurait pas autant de morts là-bas. Pourquoi est-ce que vous voulez copier quelque chose qui n'a pas marché? Ok? Pourquoi est-ce que vous voulez copier quelque chose qui n'a pas marché? Alors, je pense que nous pouvons revoir notre paradigme par rapport au coronavirus. Par rapport au coronavirus. Première chose, je prends un exemple concret. Moi, je prône l'ouverture de l'école, la réouverture de l'école. Proposition concrète, réouverture de l'école. Parce que je pars du postulat qu'il faut réfléchir. Mais la faillite de la réflexion, moi, ça m'étonne. Et pourtant, elle tourne Seedorf, Galilée, c'est Galilée qui a dit ça, je reviens là-dessus. Rien ne lui est arrivé. Ok? Il a été condamné, mais après, il a été réduit à une résidence surveillée. 6 ans après, il est mort, on ne l'a pas guillotiné, on ne l'a pas tué. Bien au contraire, voilà. Après, il a été réhabilité parce que, et pourtant, la terre tournait. Bref, prenons le cas de l'école. On peut réouvrir l'école. C'est ma conviction la plus profonde. Il faut pour cela que la réflexion soit menée. La réflexion peut être menée pour qu'on puisse appliquer un régime, si vous voulez, de vacation. Une école, par exemple, de 60, on va dire même 90 places. Ok? Si on a 90 places, 90 élèves un effectif de 90 élèves dans une classe, cela veut dire que, évidemment, on a des tables bancs. On peut donc définir notre modèle sur le nombre de tables bancs, de sorte que les élèves s'asseyent un par table banc. S'ils étaient 3 par table banc, eh bien, au lieu de la double vacation, ce serait la triple vacation. Mais c'est la réflexion, je vais dire. Mais cela doit être fait en collaboration avec les directeurs régionaux, les inspecteurs dans l'enseignement supérieur, les conseillers municipaux qui connaissent la réalité dans nos écoles. Mais c'est une réflexion, c'est un travail de réflexion stratégique. De sorte que, au cas pour cas, comme vous le dites, B2B, de sorte que on peut ouvrir tout l'argent qu'on prend pour payer de l'huile et du riz pour une crise sanitaire qui n'est pas alimentaire. On peut utiliser cela justement pour
les dispositifs sanitaires devant les écoles. Pour qu'on puisse avoir des dispositifs sanitaires devant les écoles, bah, on passe par le ministère de l'Éducation nationale, par les directions régionales, par les directions départementales, par les conseils pédagogiques, par les directeurs d'école. Donc, ces dispositifs sanitaires peuvent être installés devant les écoles. Chaque élève qui vient, bah, il lave sa main, il rentre à l'école avec son masque. Avec son masque, parce que les masques doivent être aussi, doivent accompagner, doivent être distribués. Avec son masque, un masque réutilisable. Donc, on peut mettre les parents en contribution pour qu'ils puissent se prendre un masque. Ou on peut offrir les masques. Mais tout cela fait partie, si vous voulez, de la réflexion qui doit être menée pour arriver à la réouverture des salles de classe. Un élève par banc, double ou triple vacation. S'il y a triple vacation, cela veut dire qu'il y a un travail supplémentaire pour l'instituteur ou pour le professeur. Dans ce cas, il faut faire appel à des vacataires et cela peut être toujours pris en compte par ces histoires de maïs, de riz et d'huile qu'on distribue et qu'on achète, donc on distribue. Ça, c'est pour le cas des écoles. Si vous prenez le cas, par exemple, du transport, je pense que c'est une erreur, par exemple, que les entreprises, les entreprises de transport arrêtent. Le chauffeur, il est au chômage technique, donc sa famille. Les apprentis sont au chômage technique, donc leur famille. Les magasiniers, tous ceux qui interviennent dans les gares routières sont au chômage technique, donc leurs familles ont des problèmes. Voilà la proposition que j'ai faite. On peut rouvrir les gares routières en contrôlant. Première chose, exiger, parce que dans toute chose, il faut qu'il y ait un responsable. Le chef de gare doit être tenu responsable du respect des mesures. Mais cela, c'est la réflexion qui doit être faite au niveau du ministère des Transports, avec les transporteurs, le patronat des transports et autres. Première chose, interdire que le climatiseur soit mis dans les cars. Cela a le mérite de dévoiler la température réelle des gens. Avant de rentrer dans le car, lavage des mains, contrôle de température. Le dispositif de contrôle de température doit être mis devant, à l'entrée de chaque gare et à l'entrée de chaque car avant qu'on monte dans le car. Cela, c'est possible. Une entreprise comme UTB peut le faire. C'est possible. Ce sont des investissements qui ne coûtent pas, c'est pas la mer à boire pour des grandes entreprises, y compris même pour des petites entreprises. L'objectif, c'est que leurs entreprises tournent. Parce que si on dit, eh ben, il n'y a plus personne au milieu, comme on a fait pour les BACA, cela veut dire que on peut le faire pour les entreprises, pour les cas de transport. On peut interdire, moi j'ai mes enfants qui ont moins de 7 ans, donc je sais combien de fois ils sont espiègles. On peut interdire le voyage aux enfants et aux personnes ayant plus de 65 ans. De sorte que, avec 10 ans, de 10 à 65 ans, on peut voyager avec une distance sociale, avec une distance physique. Écoutez, la distanciation physique est différente de la distanciation sociale parce que la distanciation sociale, c'est un thème sociologique qui n'a rien à voir avec le fait d'observer 1 mètre ou 2 entre deux personnes. On dit distanciation physique, mais bon, il y a eu des gens qui ont dit, bon, bref. Et donc, les compagnies de transport peuvent rouler. Il faut qu'on fasse la réflexion pour ça. Les gens sont payés pour ça. Ils sont au ministère des Transports, ils ont des millions. Ils sont payés pour ça. Ils doivent mener la réflexion pour un plan de reprise des activités sur le plan du transport. Cela est possible. On ne va pas continuer à faire du copier-coller partout. On ne va pas continuer à faire du copier-coller. Quand vous prenez par exemple le cas de nos marchés, cela est possible. Cela est possible. On peut décider au niveau des marchés, les femmes qui sont généralement les présidents des marchés autres savent combien de femmes commerçantes il y a, combien d'hommes commerçants il y a. On peut décider de faire un système tournant où la distance est observée, où il y a des dispositifs sanitaires à l'entrée des marchés et
étant donné que nous sommes dans un cadre de prise d'état d'urgence, il faut simplement mettre à contribution les militaires. Il faut mettre à contribution les militaires. Parce que le grand problème de l'Afrique, c'est que les dirigeants prennent les bonnes décisions, mais ne se donnent pas les moyens de les faire respecter. Et pourtant, voyez-vous, s'il s'agissait de menaces sur leur pouvoir, vous auriez vu. Si demain on dit par exemple, on va marcher à Abidjan pour réclamer des masques, vous allez voir les militaires partout. vous verrez les militaires à tous les coins de rue pour empêcher la marche. Mais quand il s'agit, alors qu'on est en état d'urgence, quand il s'agit de mobiliser ces mêmes militaires pour qu'on puisse respecter les mesures barrières, non. Non. Dans ce cas-là, on ne voit plus, il n'y a plus de moyens. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi ils sont méchants comme ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, mobiliser l'armée pour faire respecter ces mesures. J'ai donné 3 exemples. Ça peut se multiplier dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Profitons du coronavirus pour construire une conscience citoyenne, pour construire une conscience nationale, pour construire une démocratie, pour construire une organisation de la société ivoirienne africaine. Profitons de cela. Mais pourquoi est-ce qu'on veut faire du copier-coller? Vous verrez, quand la France va ouvrir ses écoles, ok, on va commencer à ouvrir nos écoles. On a parlé de téléenseignement. Vous avez vu téléenseignement de Kanya Kamara? Mais c'est une foutaise. C'est une moquerie. Pourquoi? Parce qu'on refuse de réfléchir. La faillite constante de la réflexion. Pourquoi on refuse de réfléchir? Pourquoi on refuse de réfléchir? À l'université, partout, je veux dire, j'ai mis ça sur papier. J'ai mis tout ça sur papier. Je vais faire une note, aller déposer à la présidence, à la primature. Moi, je suis appelé les gens. Je suis prêt à participer à cette réflexion, payer mon propre carburant, me payer moi-même mon propre per diem. Je ne prendrai pas l'argent. Mais appelons les gens. Parce que, voyez-vous, quand on est en situation, on pense tellement loin que des fois, il y a des choses qui nous échappent. On peut reprendre nos activités. Parce que le piège pour l'État, c'est que on dit non, on peut payer les fonctionnaires. Mais écoutez, ça va durer combien de temps? Parce que ce sont nos impôts. Nous qui avons les entreprises fermées et autres, ce sont nos impôts, nos taxes et autres qui donnent de l'argent à l'État et qui peut payer ses fonctionnaires. Mais si on arrête tout, l'État va avoir l'argent où? Pour payer les fonctionnaires. Donc vraiment, voilà un peu ce que je voulais dire. Je pense que nous devons changer de paradigme en Afrique subsaharienne. D'autant que la maladie n'est pas aussi mortelle comme on le croyait pour nous. Ma petite idée là-dessus, c'est que, voyez-vous, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé aux funérailles de quelqu'un qui est mort de grippe. Jamais. Voyez-vous, en Afrique, nous vivons dans des environnements vraiment difficiles. Nous avons l'habitude de vivre dans des environnements difficiles. Il y a des gens qui te piquent une grippe, ils ne se soignent pas, mais ils en guérissent. Et je pense que, du fait de ces environnements difficiles dans lesquels nous vivons, nous sommes beaucoup plus résistants. C'est une théorie, elle ne repose sur rien. Je dis bien, c'est une théorie. Je pense que la réflexion scientifique, mon cache-nez est là, je l'ai dit. La réflexion scientifique doit être menée, voyez-vous, pour qu'on arrive à définir des choses en rapport avec notre réalité. Voyez-vous, arrêtez de dire que je pense être le plus intelligent. Non, je ne crois pas que je pense être le plus... Je n'y pense même pas. Mais pourquoi je fais les propositions? Je fais les propositions parce que j'y réfléchis. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de le faire. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps de dire, mais attends, on peut par exemple ouvrir nos compagnies de transport.
en faisant ça, je réfléchis à cela. C'est pas parce que je suis le plus intelligent. C'est parce que j'ai le temps d'y réfléchir. Si vous faisiez, si celui qui me dit que je pense être le plus intelligent, si vous faisiez ce même job, vous constaterez que vous pourriez arriver à des niveaux de réflexion aussi simples. C'est même banal. Voilà, c'est vraiment banal. Je ne me considère vraiment pas comme... non. Vraiment, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité. Non. Mais, voyez-vous, il faut qu'on y réfléchisse. C'est ce que j'appelle la fight de la réflexion. On ne peut pas dire on ne fait rien. Non. On attend ce que Macron va décider et puis bon, on va appliquer. Non. Mais pour que Macron décide quelque chose là-bas, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour lui. Voilà. Et donc, nous, on doit réfléchir pour notre part. Parce que, voyez-vous, il y a un drame social qui se prépare. Il y a un drame social qui se prépare, que vous ne voyez pas venir. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons arriver à des émeutes armées. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Mais on risque d'arriver à des émeutes armées. Qu'est-ce que j'appelle émeutes armées? Des gens qui n'ont plus rien. Et donc, qui décident d'aller s'attaquer à des gens avec des objets contondants, des trucs, tout ça. Et ils vont s'organiser en bande armée pour le faire. Si nous ne faisons rien, si nous disons on fait rien, on attend. Mais enfin, faisons quelque chose, réfléchissons. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Enfin, mais ça arrange tout le monde. Je ne suis pas en train de dire, donnez-moi le pouvoir pour que je fasse ça. Donc ceux qui sont en train de m'insulter en disant que, voilà, vraiment, je ne vois pas ce que j'ai dit de mal qui puisse motiver des injures. Réfléchissons. Alors pour conclure, j'ai dit, moi je suis très spirituel, je suis un chrétien pratiquant. Et j'ai dit, c'est biblique. Quand vous tapez contagion dans la Bible, vous allez voir que c'est biblique et c'est cyclique. Ce genre de maladie, c'est quelque chose d'historique que nous sommes en train de vivre. Nous allons le raconter à nos enfants vont le raconter à leurs enfants. J'ai déjà fait des propositions à Ernest Ondia, je pense que vous venez d'arriver. Et donc, il faut que nous restions prudents. Il faut que nous respections les mesures, les masques. Voilà. Et donc, mais en tant que chrétien, je vous conseille le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous conseille le psaume 91. C'est un psaume puissant qui a été récité par David au moment où il y avait des contagions. C'est un psaume rempli de mystère, de mysticisme et de puissance. Je vous le recommande. Vous pouvez être chrétien ou non, mais vous pouvez le réciter. Vous pouvez le réciter. Parce que je vous le dis en vérité, il y en a qui guérissent du coronavirus sans même prendre un seul médicament. Il y a un mystère aussi derrière. Il y a une protection spirituelle aussi derrière. Ce que je dis n'a rien de rationnel. Je dis simplement ce que je fais en tant que chrétien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu inspire nos dirigeants. Et surtout, n'oubliez pas, portez le masque. Portez le masque. Je suis arrêté, je suis dans une voiture. Je respecte la distance physique. Respectez la distance physique. Lavez régulièrement vos mains. Et surtout, que Dieu nous protège. Merci beaucoup.